Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous culturel du mercredi à 12h30. La culture, souvent sulfureuse, ne sera pas politiquement correcte aujourd'hui, puisqu'avec elle, nous n'hésiterons pas à dire fuck, fuck comme une provocation, fuck comme une protestation, et surtout fuck comme dans Fuck America, le roman de Edgar Eisendrath. Publié en 1980, le Théâtre du Rictus de Nantes s'est emparé de cette œuvre déjantée pour nous proposer, en ce début d'année, une création scénique haute en couleurs. En représentation ce soir et jusqu'à demain à Onyx à Saint-Herblain, cette adaptation théâtrale nous propose une réflexion autour de l'exil et du déracinement. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le metteur en scène de la pièce, Laurent Mindon. Laurent Mindon, bonjour. Bonjour. Alors, Fuck America, roman de Edgar Eisendrath, que vous avez choisi de mettre en scène, c'est l'histoire d'un drôle de personnage, Jacob Bronski, immigré juif polonais, que l'on suit dans un New York des années 50. Alors, l'écriture du texte est très singulière, elle peut parfois être grossière. Aux obsessions sexuelles du personnage, Edgar Eisendrath nous dresse un tableau critique de l'époque. C'est un récit à la fois drôle et cruel. C'est un texte qu'on ne sait jamais très bien comment prendre ni interpréter. Et à ce propos, comment doit-on comprendre le titre ? C'est quoi ce fuck de Fuck America ? Alors, juste petite précision, c'est un émigré juif allemand, hein, même s'il a un petit nom à consonance polonaise. Alors, Fuck America. Alors, il y a plein de choses derrière ce fuck. Il y a toutes les désillusions de notre personnage qui... donc son père, en 38, après la nuit de cristal, décide de migrer aux États-Unis. Donc il envoie des courriers à n'en plus finir au consul général des États-Unis pour essayer d'avoir le visa d'immigration. Sauf que l'Amérique peu à peu ferme ses portes. Donc il y a toute la colère, toute l'indignation que le personnage peut avoir dans ce Fuck America, parce que comme il le dit à un moment dans le texte, il a pu y retourner 13 ans plus tard, mais c'était trop tard. C'est-à-dire tous ceux qui sont partis dans les camps, qui sont morts, n'ont pas eu le privilège d'être accueillis aux États-Unis. Donc même quand le personnage principal va se rendre à New York dans le but d'écrire son roman, le rêve américain est déjà un peu brisé. Mais voilà, donc il faut entendre ça derrière le Fuck America. Une colère. Il y a une colère. Ouais. Donc Fuck America, il faut le dire aussi, est partiellement nourri de l'expérience de l'auteur, qui est lui-même survivant de la Shoah, qui a immigré dans les années 50 aux États-Unis. Ses écrits sont généralement inspirés de sa propre histoire. Systématiquement, on a droit à un regard assez désenchanté sur le monde, un discours cru, insolent, souvent burlesque aussi. Vous connaissez bien l'œuvre de l'auteur. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Qu'est-ce qui attire votre attention et pourquoi avoir choisi ce texte-là pour le théâtre ? Alors, d'abord plusieurs choses. Sur l'œuvre elle-même d'Eisendrath, moi je suis frappé par l'audace, la liberté de ton de ce type qui, tout étant juif, est capable de regarder aussi bien la Shoah que l'attitude des Juifs avant, pendant et après l'Holocauste avec une insolence sans limite. Ce qui lui a valu beaucoup de problèmes d'ailleurs, parce que c'est bien pour ça qu'il n'a pas pu être édité en Allemagne avant le milieu des années 70. Donc il y a chez Eisendrath comme ça un ton qui ne ressemble à pas grand monde. Alors on peut évidemment le rapprocher dans sa facture littéraire à John Fante, à Bukowski, à Erich Maria Remarque, enfin on pourra en citer quelques-uns comme ça. Mais il a quand même sa singularité, et ne serait-ce que par rapport aussi aux thématiques qu'il aborde. Alors, Fuck America, pourquoi ? D'abord parce que c'est un roman qui est, dans son œuvre, qui est assez compact, qui est un peu plus court que les autres, il fait 300 pages, et puis c'est surtout qu'il est composé de beaucoup de monologues et de dialogues. Et de ça, immédiatement, ça m'a sauté aux yeux, et du coup, j'ai réuni une équipe de comédiens autour de moi, Christophe Gravouille, Loïc Offray et Claudine Bonomo, avec qui j'ai travaillé sur l'adaptation. Ça, c'était un vieux rêve de se lancer dans l'adaptation d'un roman pour la scène. Et du coup, on a travaillé, on a coupé, on a décidé parfois d'abandonner des pistes qui nous paraissaient qui étaient très intéressantes dans le roman, mais
dont on n'était pas tout à fait sûr que sur la scène, ça allait être productif. Donc voilà, après avoir dessiné un parcours à l'intérieur du roman, on a fait des choix pour privilégier après l'efficacité aussi sur le plateau. Mais de la mise en scène, on va en parler justement. Jacob Bronski, qui est le personnage principal, on l'a dit, est un personnage plutôt ambigu. Et cette ambiguïté, elle s'explique par une certaine dualité. On peut le lire d'ailleurs à la fin, donc sans raconter ce qui se passe non plus, mais comme il s'agit d'un moment assez fort du roman, on va le dire. Jacob Bronski nous explique qu'il existe deux Jacob Bronski. Il y a celui qui a survécu et celui qui est mort avec les 6 millions. Donc moi, j'ai envie de vous poser cette question. Qui est ce Jacob Bronski? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment, surtout, on met en scène cette dualité? Alors, Jacob, effectivement, il est survivant du ghetto. Et à ce titre, il y a toute la culpabilité aussi intrinsèque qui se dissimule dans sa conscience d'avoir fait partie de ceux qui ont échappé au massacre. Et puis, il y a cette part de judéité, cette part de l'appartenance à la communauté juive dont on peut pas se séparer, dont on peut pas vivre sans ou ignorer la part la part d'ombre qui existe dans tout ça. Donc, il y a une cohabitation presque schizophrénique dans la tête de Jacob où il est constamment au cours du roman, questionné, stimulé, invectivé par sa conscience, par son alter ego. Donc c'est pour ça que nous on a décidé au cours du travail dans l'adaptation, puis évidemment une fois qu'on a attaqué le travail sur le plateau, de faire coexister physiquement ces deux Jacob Bronski, un qui est un personnage en prise avec le réel, et on aura l'occasion peut-être de développer ça plus tard, et un qui est plus, on va dire, plus fantomatique, plus ténébreux, mais il est là, il le rappelle à l'ordre, il l'invective, voilà, et donc il l'aide à sa construction mentale, le personnage de Jacob qui, sur scène, lui qui est en interaction avec les autres personnages, les clodos, les putes, les directeurs d'agence de travail, lui il est là, lui il est là, reptilien comme il se doit. Oui, d'ailleurs, donc ce Jacob Bronski, on peut en parler donc du personnage qui est dans le réel. C'est un personnage un peu énigmatique, qui est une espèce de loser qui jongle entre des petits boulots, qui arnaque sa logeuse, et qui surtout s'improvise écrivain pour raconter son expérience du ghetto juif, essayer de ramener cette mémoire-là à travers son écrit, un écrit qu'il va intituler Le Branleur. Donc c'est un titre ultime provocation aussi dans le roman, qui est assez significatif puisque le roman est traversé par de nombreuses références à la sexualité. Jacob Bronski fantasme sur les fesses de la secrétaire de direction, il parle sans cesse de ses érections, il ne parvient à écrire que lorsqu'il est dans un certain état d'excitation. Bref, comment est-ce qu'il faut comprendre ce personnage-là, qui est dans le réel? C'est quoi toute cette omniprésence de la sexualité dans le roman? Je crois qu'Ilsenrath, il s'amuse beaucoup avec nous. Il complexifie un petit peu son personnage en semblant le ramener qu'à son cerveau reptilien. C'est aussi une sacrée distance avec soi-même. De présenter son Jacob de cette manière-là. Alors, effectivement, il a tout pour désarmer, Jacob Bronski, parce qu'il a réponse à tout quand il fait des conneries. Mais c'est un démerdard qui n'a pas oublié comment il a survécu aussi dans le ghetto. Hein. Il a fallu se démerder quand on était dans le ghetto. Il fallait soudoyer les miliciens. Il fallait trafiquer pour pouvoir avoir un peu à bouffer, pour pouvoir sortir du camp, du ghetto pour aller faire du marché noir. Donc tout ça, il n'a pas oublié. Il est riche aussi de ça quand il arrive à New York et qu'il a pas un sou pour survivre. Donc il y a ça. Et puis il y a effectivement, Ilsenrath s'amuse aussi avec l'atrophie de son désir sexuel permanent qui est indissociable de sa puissance créatrice. Donc on voit bien qu'il
il y a un jeu là sur la puissance sexuelle et la puissance créatrice qui devient obsessionnel par moment et qui le fait être sans arrêt en train d'évoquer ça. Alors en même temps, il est aussi dans une grande misère sexuelle. Et puis il voit bien que lui, avec ses allures de clodo, les Américaines n'ont que très peu de regard sur lui. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est à la fois fantasmatique, puis en même temps c'est très concret. Alors le temps file malheureusement, on pourrait en dire encore beaucoup sur Fuck America, notamment un thème qui vous tient à cœur aussi dans cette adaptation, c'était le thème de l'exil, comment on fait pour immigrer, la question du déracinement, mais on ne pourra pas en dire plus malheureusement, il faudra s'y rendre, puisque je le rappelle, Fuck America, création du théâtre du Rictus, est adaptation du roman de Edgar Alsenrath, est en représentation à Onyx à Saint-Herblain ce soir et jusqu'à demain. Donc amateur de théâtre, courez-y, c'est un texte d'une impertinence salvatrice. Le Sun Culture touche à sa fin. Vous pourrez retrouver comme d'habitude l'interview en replay sur le site de la radio www.lesonunique.com. Merci Laurent Mindon. Merci à vous. Excellente journée à l'écoute du Son Unique.